Numéro 1. Nous ne conservons jamais de liquidité simplement pour le plaisir d'en avoir. Autrement dit, nous ne pensons pas qu'il faille toujours maintenir un certain pourcentage fixe de notre portefeuille en espèces. Honnêtement, ces recommandations d'allocation d'actifs que publient les stratèges de Wall Street, du type 60% en actions, 30% en obligations, nous semblent complètement arbitraires et dénuées de bon sens. Notre objectif est que notre capital soit investi dans des entreprises solides, capables de générer de la valeur à long terme. Parfois, il n'est tout simplement pas possible de trouver des opportunités satisfaisantes, ou bien l'argent arrive de manière inattendue, par exemple via des dividendes ou la vente d'actifs, et nous nous retrouvons avec plus de liquidité que nous ne le souhaiterions. Pour nous, trop de liquidité signifie avoir 10 ou 15% de nos actifs non investis. Nous voulons que cet argent travaille, mais nous ne l'allouerons jamais simplement pour l'occuper. Si, au fil du temps, vous constatez que notre trésorerie augmente, c'est le signe que quelque chose nous empêche d'investir avec conviction. D'une manière ou d'une autre, nous chercherons à l'employer intelligemment. Numéro 2. Cela peut paraître surprenant, mais Charlie et moi n'essayons jamais de prédire l'évolution du marché. Ce n'est pas parce que nous manquons d'opinion, mais parce que cela ne nous serait d'aucune utilité. Et pire encore, cela risquerait de perturber notre jugement sur les sujets que nous maîtrisons vraiment. L'analyse des entreprises concrètes. Quand nous avons identifié une société qui nous semble saine, bien gérée et capable de générer des profits durables, ce serait une grave erreur de ne pas agir uniquement parce que nous pensons que les marchés vont peut-être baisser. Abandonner une décision fondée sur des faits clairs au profit d'une hypothèse spéculative n'a pour nous aucun sens. La direction que prendra le marché dans son ensemble n'a pas d'importance dans notre processus d'évaluation d'une entreprise. Il n'y a aucune magie à ce sujet. Numéro 3. Nous sommes à l'aise avec l'idée de concentrer nos investissements sur quelques convictions fortes. Cela nous amène à notre point de vue sur la diversification. À nos yeux, la diversification, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, n'a que peu d'intérêt pour quelqu'un qui sait analyser et comprendre les entreprises. Elle sert essentiellement de protection contre l'ignorance. Si vous ne savez pas vraiment évaluer les entreprises, il est logique de disperser vos investissements pour vous protéger contre un effondrement relatif au marché. Mais si vous avez réellement la capacité de juger de la valeur et de la qualité d'un business, il devient absurde de répartir votre argent sur 30, 40 ou 50 entreprises. Il est hautement improbable qu'un individu puisse comprendre en profondeur autant de sociétés réellement excellentes. Si vous tenez une occasion exceptionnelle, détourner des fonds vers la 30e ou 35e entreprise sur votre liste juste pour diversifier nous semble parfaitement insensé. C'est une pratique répandue et si votre seule ambition est de faire aussi bien que la moyenne, pourquoi pas? Mais selon nous, c'est un aveu implicite que vous ne comprenez pas vraiment les entreprises dans lesquelles vous investissez. À titre personnel, je ne détiens qu'une seule action, une société que je connais parfaitement. Et cela me rassure entièrement. A-t-on besoin de posséder 28 actions pour être correctement diversifié? C'est ridicule. 3 excellentes entreprises suffisent amplement pour très bien réussir dans la vie. La plupart des grandes fortunes dans ce pays ne se sont pas bâties à partir de portefeuilles composés de dizaines d'entreprises, mais à partir d'une seule société exceptionnelle que quelqu'un a su reconnaître et accompagner. Une bonne partie de ce qui est enseigné aujourd'hui dans les cours de finance d'entreprises modernes est, pour être honnête, une absurdité. Par exemple, la volatilité ne définit pas le risque. Numéro 4. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'enseignants et de chercheurs ne savent pas comment mesurer le risque réel. Ils se sont rabattus sur des indicateurs comme le bêta, une mesure de volatilité, parce qu'ils sont faciles à manipuler mathématiquement. Mais cela ne les rend pas justes pour autant. Le bêta ne fait que mesurer les variations historiques de prix, mais ce n'est pas parce qu'un actif a été volatile dans le passé qu'il est plus risqué aujourd'hui. Je me souviens qu'au début des années 80, les terres agricoles aux États-Unis sont passées de 2000 à 600 $ l'acre. J'en ai acheté une à ce moment-là, au beau milieu du krach bancaire et agricole.
Selon les modèles économiques classiques, cette terre était bien plus risquée à 600 $ qu'à 2000 $. C'est évidemment absurde. Comme les terres agricoles ne se négocient pas en continu et que leur prix ne fluctue pas, minute par minute, tout le monde peut voir que cette conclusion n'a pas de sens. Mais sur les marchés boursiers, où les prix varient en permanence, beaucoup se laissent piéger et pensent que cette volatilité reflète le risque réel. Cela permet aux professeurs de finance d'appliquer les mathématiques qu'ils maîtrisent, mais dans les faits, ils confondent complètement le concept. Le risque ne vient pas de la volatilité, il provient de la nature même de l'activité. Certaines entreprises sont par essence plus risquées en raison de leur secteur. D'autres peuvent ne paraître instables en surface, mais être tout à fait sûres si elles sont bien comprises. Si vous comprenez l'activité, connaissez vos interlocuteurs et achetez à un prix raisonnable, vous limitez considérablement les risques. Et c'est précisément cette approche que Charlie et moi appliquons chez Berkshire. Numéro 5. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais subi de pertes permanentes significatives sur nos investissements liquides. Peut-être que certaines ont représenté une fraction minime, disons 0,5% de notre valeur nette, mais rien de vraiment marquant. L'une de mes plus grandes erreurs fut l'acquisition de Dexter Sheh. Nous avons acheté l'entreprise entière, et cela nous a coûté bien plus que ce pourcentage. L'erreur ne venait pas de la volatilité du prix du cuir, ni du marché de la chaussure, ni d'aucun facteur externe. J'avais simplement mal jugé la qualité de l'entreprise. Mais en ce qui concerne les titres cotés, actions et obligations sur les marchés, je ne me souviens pas d'un seul cas où nous ayons subi une perte définitive. Nous avons investi aussi bien dans des actifs très volatiles que dans d'autres beaucoup plus stables. Et jamais l'idée que la volatilité serve de mesure au risque ne nous a été utile d'une quelconque manière. Dans les cursus universitaires de finance d'entreprise et de gestion de portefeuille, on enseigne énormément de contenus qui, franchement, sont dénués d'utilité réelle. Nous estimons qu'au moins 50% de ce qu'on y apprend est inutile. Et pourtant, ceux qui dispensent ces cours sont souvent des personnes au QI très élevé. Une des raisons pour lesquelles nous avons réussi est que nous avons compris très tôt qu'il arrive que des gens très intelligents fassent des choses extraordinairement stupides. Nous avons voulu comprendre pourquoi et aussi savoir qui étaient ces gens pour pouvoir les éviter. Numéro 6. Ce qu'il faut vraiment pour réussir dans ce domaine, ce n'est pas une intelligence hors norme, mais une certaine disposition émotionnelle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un QI exceptionnel, ni des compétences d'un joueur d'échecs professionnel. Il suffit d'avoir du bon sens et une stabilité intérieure. Il est essentiel d'avoir un tempérament qui ne se laisse ni emporter par l'euphorie collective, ni guidé par une volonté systématique de contradiction. Ce n'est pas un métier où l'on fait des sondages. Ici, c'est la pensée claire et indépendante qui compte. Ben Graham disait que vous n'avez pas raison parce que 1000 personnes sont d'accord avec vous, ni tort parce que 1000 personnes vous contredisent. Vous avez raison si vos faits sont exacts et votre raisonnement cohérent. C'est aussi simple que cela. Numéro 7. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Par exemple, améliorer vos capacités de communication. Je dis souvent aux étudiants, notamment ceux des écoles de commerce, que s'ils passaient autant de temps à apprendre à bien s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit, qu'à mémoriser des formules complexes, leur valeur personnelle pourrait augmenter d'au moins 50%. Si vous ne savez pas communiquer, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Il ne se passe rien. Vous devez être capable de transmettre clairement vos idées, et c'est quelque chose que l'on peut apprendre assez facilement. Moi-même, j'ai suivi un cours de Dale Carnegie. Certaines personnes trouvent que je parle trop aujourd'hui, mais cette formation a changé beaucoup de choses. Quand vous investissez en vous, personne ne peut vous enlever cela. Imaginez que l'on vous offre une voiture et que ce soit la seule que vous puissiez avoir pour le reste de votre vie. Vous en prendriez soin de manière obsessive. Vous répareriez la moindre éraflure, liriez le manuel d'utilisation, la mettriez à l'abri. Eh bien, dans cette vie, vous n'avez qu'un seul corps et qu'un seul esprit. Et vous ne pouvez pas attendre l'âge de 50 ans pour commencer à vous en occuper. Ce serait trop tard. Il faut en prendre soin dès maintenant.
Gardez bien à l'esprit que vous n'avez qu'un seul esprit et qu'un seul corps pour traverser l'existence, et il faut en tirer le meilleur parti possible. Numéro 8. Notre méthode pour limiter les risques est très simple. Nous réfléchissons avant d'agir. C'est ce stratégie toute faite, comme avoir 60% en actions et 40% en obligations, puis les ajuster à 65-35, comme s'il s'agissait d'un grand tournant. C'est une absurdité. Certains analystes, dits stratèges de Wall Street, présentent ces petits ajustements comme des décisions majeures, mais cela n'a aucun fondement réel. La meilleure approche, selon nous, est d'avoir une position par défaut en instrument à court terme. Et dès qu'une opportunité intéressante se présente, on agit. Il ne s'agit pas de suivre des modèles préconçus ou d'appliquer des ratios sans réfléchir. Hier encore, je lisais un article à propos des fondateurs de Google et des problèmes qu'ils allaient rencontrer parce que chacun allait toucher plusieurs milliards de dollars. J'ai presque eu envie de leur envoyer une carte de condoléances. L'article évoquait les complications juridiques et financières qu'ils allaient devoir affronter, comme s'ils étaient dépassés par la situation. Mais la vérité, c'est qu'ils sont bien plus intelligents que tous les gens qui vont leur proposer des solutions. Ils n'ont pas de véritable problème. Ils sont tout à fait capables de réfléchir par eux-mêmes. Ceux qui ont un problème, ce sont ceux qui veulent leur vendre des services et doivent donc d'abord les convaincre qu'ils ont un problème à résoudre. Beaucoup de ce qu'on entend sur l'allocation d'actifs n'est en réalité qu'un outil de marketing, une façon de vous faire croire que vous avez besoin d'aide parce que vous ne savez pas s'il faut opter pour un 60-40 ou un 65-35. Mais la vérité, c'est que vous n'avez besoin de personne. Dans le monde de l'investissement, de nombreux professionnels qui vous disent que vous êtes en danger si vous ne les écoutez pas sont simplement très bons pour vendre. Comme le disait un ancien beau-frère à moi qui travaillait dans les marchés aux bestiaux. Quand un éleveur venait vendre ses bêtes, je lui demandais « Comment fais-tu pour convaincre le fermier de passer par toi pour vendre à Swift ou Armour plutôt que de passer par le gars juste à côté ?» Regarde, une vache reste une vache et une entreprise comme Armour l'achètera pour ce qu'elle vaut, peu importe comment tu la présentes. Mais une fois, quelqu'un m'a corrigé avec dédain et m'a dit « Warren, il ne s'agit pas de vendre le produit, mais de raconter une bonne histoire. » Ce genre de mentalité est courante à Wall Street. Depuis des siècles, les êtres humains cherchent désespérément à savoir ce que l'avenir leur réserve. Autrefois, les rois faisaient appel à des chamans et des devins qui prétendaient lire le destin dans les entrailles d'animaux. La croyance en des soi-disant experts qui promettent de voir l'avenir n'a pas disparu. Elle s'est simplement habillée de cravates et de tableaux Excel. De nos jours, il existe toujours une industrie entière dédiée à vendre des prédictions vides déguisées en analyse professionnelle. Il y a beaucoup d'argent en jeu lorsque tu réussis à convaincre les gens que tu sais quelque chose qu'ils ignorent. Et pire encore, tu peux vendre la même recette encore et encore. Maintenant, si tu combines cela avec la faible performance de l'industrie des fonds d'investissement, qui est déjà inférieure à la moyenne du marché, et que tu ajoutes la mania de nombreux investisseurs à constamment changer de fonds, encouragés par des conseillers plus intéressés par les commissions que par les résultats, alors le désastre est assuré. Ces va-et-vient coûtent à l'investisseur moyen plusieurs points de pourcentage supplémentaires chaque année. Au final, le citoyen lambda, cherchant des conseils professionnels, obtient de moins bons résultats que s'il avait agi seul. Et l'ironie, c'est que beaucoup de ces conseillers sont des citoyens exemplaires dans leur communauté, avec des responsabilités dans des fondations ou comme bénévoles. Mais sur le plan financier, ce qu'ils font est tout simplement absurde. Je trouve cela immoral. Il existe des moyens plus dignes de gagner sa vie, construire quelque chose qui améliore vraiment la situation du client. Mais dans ce pays, si une activité génère de l'argent, même si elle repose sur la spéculation ou l'auto-illusion, on la promeut sans scrupule. Sur le désir de parier. Parier est quelque chose de profondément humain. La bourse, dans bien des cas, est devenue le nouveau casino. Des activités comme le day trading flirtent dangereusement avec le jeu de hasard, même si elles se déguisent sous des stratégies sophistiquées. La vérité, c'est que les gens aiment prendre des risques. Regarde comment un match de football américain ennuyeux devient soudainement plus intéressant si une petite mise est en jeu. Peu importe si l'événement est insignifiant,
le risque le rend excitant. Quand les jeux étaient au limité à Nevada, parier demandait des efforts ou risquerait des sanctions légales. Mais dès que les gouvernements ont vu qu'ils pouvaient exploiter ce besoin humain et le convertir en revenus fiscaux, ils ont facilité les conditions. Et comme on pouvait s'y attendre, plus il est facile de jouer, plus les gens jouent. Je me souviens qu'un jour, lorsque mes enfants étaient petits, j'ai acheté une machine à sous et l'ai installée à la maison. Ils pouvaient recevoir leur argent de poche, en pièces de 10 centimes. À l'heure du dîner, tout l'argent m'était revenu. C'était ma façon de leur enseigner une leçon. Ils n'avaient pas besoin d'aller à un casino pour découvrir l'addiction aux probabilités perdues. Il leur suffisait que la machine soit chez nous. Et, au fait, le taux de retour était horrible. Mais cela faisait aussi partie de l'apprentissage. Les gens ne cesseront jamais de parier, car c'est dans leur nature. C'est pourquoi je crois que le jeu est, en essence, une taxe sur l'ignorance. Si quelqu'un parie systématiquement contre les probabilités, il donne son argent de manière volontaire. Et pendant ce temps, ceux qui ne tombent pas dans ce piège sortent indemnes de l'effort fiscal. Ce qui est le plus révoltant, c'est quand les gouvernements deviennent complices de cette faiblesse humaine. Quand, au lieu de protéger leurs citoyens, ils exploitent leur faiblesse, le système perd toute légitimité. Numéro 9. J'ai toujours dit que la distinction entre valeur et croissance est artificielle. Ce ne sont pas des concepts opposés, mais des faces d'une même pièce. Wall Street les classe généralement comme des catégories séparées, comme si l'on devait choisir entre être prudent ou ambitieux. Mais cela est une mauvaise interprétation. La croissance, si elle est bien gérée, ajoute de la valeur, mais seulement si elle génère plus de liquidité à l'avenir que ce que l'on investit aujourd'hui et à un taux supérieur à celui des intérêts actuels. Lorsque nous analysons une entreprise, ce qui compte vraiment, c'est combien d'argent elle va générer à long terme, pas seulement combien son chiffre d'affaires va croître ou combien de nouveaux marchés elle va conquérir. Par exemple, l'industrie aéronautique a connu une croissance pendant des décennies, depuis que l'homme a pris son envol pour la première fois. Mais cette croissance a été, sous de nombreux aspects, un piège pour les investisseurs. Elle nécessite des injections constantes de capital et offre rarement des rendements attrayants. En revanche, des entreprises comme See's Candies croissent efficacement. Elles peuvent augmenter leurs ventes sans avoir besoin de grands investissements supplémentaires. C'est là que la croissance devient véritablement valable. Je l'ai écrit plusieurs fois. La croissance fait partie de la valeur. Elle n'est pas en conflit avec elle. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un dit qu'il faut passer des actions de croissance aux actions de valeur, cela me donne des frissons. Celui qui dit cela n'a pas bien compris ce qu'est l'investissement. Numéro 10. À moins qu'une entreprise exceptionnelle ne soit cotée à un prix scandaleusement élevé, la chose la plus sage est de la conserver en portefeuille. Une grande entreprise n'est pas celle qui sera impressionnante pendant les 2 prochaines années, mais celle qui pourra le rester pendant des décennies. Et si tu en trouves une comme ça, la meilleure chose à faire est de laisser ton argent là et d'oublier le reste. Imagine ça ainsi. Si tu devais entreprendre un voyage de 20 ans et que tu ne pouvais pas toucher à ton portefeuille pendant cette période, avec quelles entreprises te sentirais-tu tranquille? C'est le test. Bien sûr, nous pourrions essayer d'acheter et de vendre en fonction des circonstances du marché. Mais la vérité est que les bonnes occasions sont très rares. Nous avons trouvé See's Candies en 1972 et depuis, nous n'avons rencontré que quelques cas aussi solides. C'est pourquoi il n'a aucun sens d'attendre que le marché entre en panique pour se jeter sur les achats. Cela serait comme un fossoyeur qui se frotte les mains en attendant une épidémie. De plus, si le marché est à un niveau que tu considères élevé, puis qu'il chute de 10%, achète-tu. Et s'il chute de 50% après? Il est fort probable que tu n'arriveras jamais à tirer profit de ces extrêmes. Ce qui importe, c'est d'identifier les entreprises exceptionnelles et de les acheter lorsque tu en as l'occasion. Bien sûr, nous avons traversé nos propres crises sanitaires, financières, mais tu ne peux pas passer ta vie à attendre la suivante. Bonus. Lorsque, il y a 1 an, tout le monde répétait que l'argent liquide est roi. Je trouvais cela absurde.
L'argent sans investissement ne génère rien et sa valeur se déprécie avec le temps. Cela dit, tu dois toujours avoir une réserve. L'argent liquide est comme l'air. Tu n'as pas besoin d'en avoir trop, mais tu ne peux pas te permettre de manquer d'oxygène lorsque tu en as besoin.